Voici Edgar Delgado. Il y a quelques secondes, il a tiré sur un homme innocent. Hé, t'es-tu avec lui là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas qui est l'homme qui a été abattu. Vous le Pouvez-vous me connaissez? donner son nom pour savoir si c'est lui ou pas? Je ne sais pas. J'étais avec Omar. C'est Omar qui tirait? Je sais pas, À quoi ressemble Omar? Hispanique. Il a une barbe. Il a la peau claire. Il est mexicain. Que portait-il hier soir? Quelle est la couleur de son Je t-shirt? ne connais pas la chemise, mais il portait un chapeau. Toutes les unités doivent être informées. Nous avons reçu des rapports de fusillade au Hard Rock Casino, près du lac Tahoe. L'un d'eux est décédé et le tireur est armé à l'intérieur du bâtiment. 22-23, je suis avec 201 et 203. Où est-il? Il est chez Balise. Ok, allons-y. Hé, mets-toi à genoux. À genoux. Appel à toutes les unités. Je viens de recevoir une mise à jour. Nouvelles informations. Le suspect s'est échappé à bord d'une Toyota 4 Runner blanc avec une femme adulte hystérique. Est-ce que tu connais ce type? Je le connaissais pas. Je me souviens juste qu'on parlait, puis à un moment, c'est tout. À 2h du matin, le 25 mars 2023, Edgar Delgado entre au Hard Rock Casino et rencontre Omar Garcia, 32 ans, et il passe les 6 heures suivantes à boire et passer un bon moment. Mais à 8h du matin, quelque chose commence à mettre Edgar en colère. La tension monte, une dispute éclate et Edgar attrape Garcia. Le pire de tout, c'est qu'il sort un pistolet et le pointe directement sur Garcia. Il est frappé plusieurs fois à la tête, mais Garcia résiste, sachant que sa vie pourrait prendre fin à tout moment. Et puis une dernière fois, Edgar attrape Garcia par le cou et lui murmure quelque chose à l'oreille. Garcia, à ce moment-là, cesse de résister et tente de se dégager, sachant que ce combat n'en vaut pas la peine. Mais Edgar voit sa chance se retirer et il sort son arme avant même que Garcia ait un moment pour réagir. Quelques secondes plus tard, un coup de feu retentit. La détonation retentit dans tout le Hard Rock Casino. Garcia avait peu ou pas de chance de survie. Il a reçu une balle directement dans la tempe. Immédiatement, la panique éclate dans l'hôtel. Les employés et les résidents se sont précipités pour prévenir les autorités qui ont reçu des dizaines d'appels au 911. Immédiatement, une équipe de 100 officiers est rassemblée à partir de plusieurs services de police et envoyée au Hard Rock Casino. Bon, eh bien, allons-y. On doit D'accord. aller à l'escalier sud. Ouais, c'est parti. 203, on se dirige vers l'escalier sud maintenant. Escalier sud. Il est important de noter que les officiers n'ont pratiquement aucune information sur la situation. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a eu une fusillade et qu'un homme est à terre, devant le bar, sans vie. Ils savent aussi que le Hard Rock Casino est un immense complexe de plus de 670 chambres et le tireur a de multiples endroits où se cacher. 23 là, avec 201 et 203. Salut Matt Keenan. Ryan va vous emmener au 2e étage parce que la cage d'escalier est à l'extérieur. D'accord. Ryan vous emmène au 2e étage. Nous investiguons les cages d'escalier. Patron, où allons-nous? Air arrière. Brian! Lors d'une fusillade active, les officiers font toujours un contrôle sur la situation dès leur arrivée sur les lieux. C'est pourquoi cette équipe intervient immédiatement pour sécuriser les cages d'escalier, car elles manquent de sécurité et peuvent connecter les autres parties du bâtiment, ce qui offre une voie d'évacuation facile pour le tireur. À ce moment-là, l'identité du tireur est encore inconnue et les officiers doivent traiter tout le monde comme des suspects potentiels. Montre-moi tes Levez mains! les mains. Où est votre chambre? Où est votre chambre? Retournez dans la chambre et restez ici. D'accord. Dégagez, allez-y. Mets ton bâton là, juste là. Montre-moi tes mains, reste là. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. Ne bougez pas, putain. Viens. Ne bougez pas. Vas-y, va avec eux. Descends. Qui d'autre est avec toi? Juste nous. Après avoir confirmé qu'il s'agit bien d'un groupe de civils innocents et non le tireur, les agents peuvent désormais procéder à leur évacuation. Pas maintenant. Prends ton chapeau. Ouais, prends tes affaires là-haut. Hé, j'en ai 2 qui descendent là. Ouais, Gardez les 2. mains levées.
Allez, on y va, on se dirige vers le bas, là. Go, go. Oh, les mains. Les gars. Merci. Continuez, monsieur. Que se passe-t-il? Nous recherchons quelqu'un. Allez, respirez. Vous avez accès à tous les étages, hein. Pendant que cette équipe sécurise la partie des cages d'escalier, une autre équipe est sur le plancher du casino pour commencer à travailler sur la scène de crime. Non, apparemment, je me suis trompé. Apparemment, oui, là où je trouvais la victime. Nous en avons un ici. Il est dans ce couloir, si tu peux le voir. Bien que les services d'urgence aient été rapides à intervenir, Garcia a été transporté rapidement. Mais il était trop tard pour le sauver, il est déclaré mort quelques minutes plus tard. Pire encore, le tueur était toujours là, en liberté, et chaque seconde perdue signifiait que les officiers avaient de moins en moins de chances de l'attraper et des vies innocentes pouvaient être en danger une fois de plus. L'équipe au casino commence à recueillir des témoignages. Le premier témoin arrivé sur les lieux était un membre de l'équipe de sécurité. Est-ce que c'est la seule douille? Tu as trouvé ce qui a été grillé? Non, celui qui est tombé à terre, là, il était juste à côté. Tiens, regarde, viens, je vais te montrer. Comme ça, est-ce que tu vois... C'est la seule douille que tu as trouvée? Il était là, il avait après le bras baissé, donc il n'y a eu qu'un seul coup. Ouais, donc un seul coup. Peut-être il est toujours en vie. Ouais, il était touché dans l'estomac. Oui, c'est dans la tête. Oh là, c'était la tête. Oui, c'est de la matière cérébrale. Le témoin suivant était une fille avec qui Omar avait rendez-vous quelques heures avant de mourir. Bonjour. Vous étiez avec lui quand ça s'est passé? Je sais pas qui est l'homme qui a été abattu. Pouvez-vous me donner son nom pour savoir si c'est lui ou pas? Je ne sais pas. Ok, j'étais avec Omar. C'est Omar qui tirait? Je sais pas, Ce qui s'est passé, c'est que je suis venue ici après mon travail avec un homme nommé Omar. Pour un rendez-vous. Omar, à quoi ressemble Omar? Hispanique. Beau. Et est-ce qu'il a une barbe? Juste un peu. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai juste rencontré la semaine dernière. Ok, donc tu sais pas si... Il y a 2 semaines. Tu sais pas s'il a une barbe? Je viens de le rencontrer, mais je sais qu'il est proche de beaucoup de gens en ville. Ok. Je sais qu'il est très important en ville, en tant que personne. Ok, donne-moi sa description. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde l'adore. Donne-moi sa description. A-t-il une barbe? Il a une barbe, il a la peau claire, il est mexicain. Qu'est-ce qu'il portait hier soir? La couleur de son Je sais pas quel t-shirt il portait, mais il portait une casquette. Une casquette à l'envers ou noire, une casquette de baseball. Même si cette fille priait pour que cela ne soit pas aussi grave que ce qu'elle pensait, elle ne le sait pas encore. Mais Omar a été abattu et décédé. Bien que tragique, les officiers ne peuvent pas trop consacrer de temps au grief. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble le tireur et quel a été son plan d'évasion. C'est là que la deuxième phase de l'opération commence. Poursuivre le tireur. Plusieurs équipes du SWAT arrivent et lancent une vaste recherche dans l'ensemble du bâtiment en vérifiant chaque couloir et chaque recoin. C'est bon. D'accord, je vais attendre. Allez-y, continuez à chercher. Allez, respirez les gars, super boulot. 202, nous serons à l'étage 9. Je n'ai rien ici. Hé, laisse-moi voir tes mains, montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains, allez. Les mains. J'ai appelé. Faites demi-tour là. Homme hispanique, barbe, chemise noire. Là. Ici en bas là. Ouais, en bas. Je vous ai appelé les gars. Venez par ici là. Restez derrière nous. Oh mon Dieu les gars. J'ai couru dans le bar et j'ai vu le type par terre. Écoute-moi, vous deux là. Il est quelque part dans l'hôtel. Un à la fois. Je sais, c'est pour ça qu'on est resté. Vous devez entrer dans la cage d'escalier, ok? Sors d'ici. Jetez juste un coup d'œil. Bureau du shérif, sors d'ici. Oh mon Dieu. Laisse-moi voir tes mains. Sors. On pensait que c'était nos enfants. Nos enfants sont dans 2 pièces plus loin. Ok, écoute-moi. Vous devez rester ici, dans la pièce. Ne sortez sous aucun prétexte, ok? Gardez la porte verrouillée. Ne sortez pas, d'accord? Il y a un tireur. Restez dans votre chambre. À ce stade, les officiers n'ont pas accès à toutes les images de vidéosurveillance et il est difficile de savoir qui est exactement le tireur parmi tous les visages.
Mais mettre la main sur la bonne scène ne devrait être qu'une question de temps. La sécurité des casinos est incroyablement élevée et conçue pour désamorcer des situations dangereuses comme celle-ci. Nous développerons un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en 2017, il y a eu à Las Vegas une fusillade et la défaillance de la sécurité a été mise en question. Ils ont été contraints de payer plus de 800 millions aux victimes de la fusillade, avec bien sûr l'obligation de renforcer la sécurité de tous leurs hôtels ou casinos. Les informations ont été collectées et le suspect s'est probablement rendu dans l'un des 5 appartements à proximité du premier et deuxième étage. Cette équipe a sécurisé les escaliers et les couloirs, ce qui permet aux autres équipes de pénétrer dans les appartements. Bureau du shérif, ouvre-moi la porte et montre-moi tes mains. Garde tes mains en l'air. Il y a eu une fusillade en bas, nous devons nous assurer que quelqu'un n'est pas ici. Allez, avancez, gardez les mains en l'air. Juste vous deux? Oui, on est juste 2. Ok, reste en arrière. Quelqu'un est mort en bas? Ouais, vous devez rester à l'intérieur. Tout est sécure ici. Ouais, sécure. Ok, bonjour. Nous sommes bureau du shérif, tout le monde va bien ici. Combien de personnes? On est 4. Ok, vous êtes tous là? Pouvons-nous vérifier? Ok. Personne ne se cache, hein? Merci, mesdames. Oh, quelle journée. Putain, c'est quoi ce merde. bordel? Je suis désolée. Tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Et j'allais le déverrouiller, là. Y a quelqu'un là-dedans? Ouais, déverrouillez la porte. Ouvrez lentement avec les mains en l'air. Voilà, tu es nu, bien sûr. C'est bon, c'est bien. Ok, on a juste besoin que tu viennes. On va t'acheter un pantalon, ok? Que quelqu'un d'autre est dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Très bien, reste là. Puis-je vous demander ce qui se passe? On se parle dans une seconde. Y a quelqu'un là-bas? Ah, il est chaud, le mec. Sors! Ouais. Ok, tout est ok. Est-ce que je peux partir? Entrez simplement dans la pièce. Bien que le 4e amendement interdise aux officiers des perquisitions sans mandat dans la plupart des circonstances, ce scénario est bien sûr une exception. Cela est classé circonstances exigeantes. Des circonstances exigeantes sont des situations où les gens sont en danger imminent, là où les preuves sont imminentes et la destruction avant la mort imminente d'un suspect, comme dans une fusillade active. Mais même avec ce privilège, les officiers doivent accélérer le rythme. Pour dénicher le tueur, les équipes doivent fouiller les 5 appartements rapidement. Bureau du shérif! Laisse-moi voir tes mains, là. Quelqu'un d'autre est là avec toi? Juste moi. Juste toi, ok, Non. super. Quelqu'un d'autre est blessé? Ok, cool. Vas-y, reste dans ta chambre. Vous, de ce côté. Nous devons nous assurer que personne n'est caché. Ok, et personne n'est Il y a blessé. juste moi. Ouais, ok, je te crois. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Non, je sais pas. Il y a une fusillade en bas. Oh mon Dieu. Ok, désolé. Merci. Bureau du shérif, ouvrez la porte. Ok. Laissez-moi voir vos mains. Ouvre la porte et laisse-moi voir tes mains. Merci. Ouvre la porte. Putain de merde. Qui est d'autre à l'intérieur? Nous dormions. Ouais, ok. Il y a une fusillade à l'hôtel. On est à la recherche du suspect. Oh mon Dieu. Garde tes mains en l'air, s'il te plaît. Vous allez bien? Ouais, on va bien. Combien vous êtes? Vous n'êtes que 2? Moi et mon fils, oui. Ok, tout le monde est là. Oui, monsieur. Sécurisé, on bouge. Même avec des effectifs aussi importants, le SWAT a du mal à retrouver le tueur. Il resterait encore un appartement. Ils peuvent se retrouver nez à nez derrière la porte avec le tueur. Monsieur, ouvrez la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Bureau du shérif, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, sinon je vais enfoncer la porte et entrer, ok? Il y a eu une fusillade, nous recherchons des personnes, des suspects. Ok, mon fils, ouvrez la porte. Mon fils est sous la douche en ce moment. Ouais, ouvrez. Dérangez. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous cherchons à nous assurer que personne n'est caché. Est-ce que c'est allumé, là? Et tu viens de l'éteindre? Oui. C'est allumé ou éteint? Éteint. C'est parti. J'ai besoin que vous ouvriez la porte. Et pourquoi vous venez avec tout ce matos? Moi, je dormais, là. Je viens de me réveiller. Mon arme est baissée, ok? J'ai juste besoin que vous ouvriez la porte. Pour s'assurer que tout le monde est là, à l'intérieur de la pièce. Tout le monde va bien ici. Ouais, ok. J'ai besoin que tu ouvres la porte. Mais vous cherchez quelqu'un? Oui, on veut contrôler. Allez, monsieur, ne rendez pas les choses difficiles. Je rends pas les choses difficiles. Là, tout ce dont j'ai besoin, c'est... Mon fils est sous la douche et tu peux pas enfoncer cette porte. Je ne vais pas enfoncer la porte, là. J'ai besoin que tu l'ouvres.
Parce qu'il est nu sous la douche. Et je ne vais pas sous la douche, j'ai juste besoin que tu ouvres. Pourquoi avez-vous besoin que j'ouvre cette porte? Tu m'expliques pas beaucoup de choses. Est-ce que t'as une raison de nous soupçonner, là? Nous ne savons pas, il y a un tireur actif, donc on ne sait pas. On vérifie chaque pièce, ok? Il y a eu une fusillade. Donc on a fait toutes les pièces, ok? Jusqu'à présent, il n'y a que toi qui refuse d'ouvrir. Avez-vous une raison valable de pénétrer ici? Refuser de coopérer face à une fusillade active est une situation et la pire décision que cet homme peut prendre. Il aggrave la situation et en plus il mentionne la présence de quelqu'un d'autre dans l'appartement. Les officiers sont alors extrêmement prudents dans le traitement de cette situation car ils ne savent pas ce qu'il y a derrière cette porte. J'attendrai, si tu veux attendre que ton fils sorte de la douche, ok, mais je peux lui parler? Merci. Eh, tu n'entres pas pour défoncer la porte de la douche. Je ne vais pas enfoncer la porte et aller sous la douche. C'est mon enfant, il est sous la douche. Il n'y a aucune raison... Oui, mais on vous l'a dit 4 fois, on vient juste vérifier pour s'assurer que personne ne soit là avec une arme. Laissez-nous entrer, au cas où il y ait quelqu'un d'autre. Eh, baissez votre arme, d'accord? Elle est en bas, monsieur. Ok, c'est moi qui vise, là. Ce n'est pas dirigé vers toi, ok? Il pointe vers le bas, ok? Vous avez une pièce d'identité? J'ai une pièce d'identité, ouais. D'accord. Qui est d'autre ici, à part toi et ton fils? Qui est d'autre? Personne d'autre ici. Ok, d'accord. Allez, est-ce que je peux entrer? Je regarde de l'autre côté, ok? Oui, vous pouvez entrer, regardez, hein. Merci. Heureusement, l'appartement semblait relativement sain et les agents entrent en toute sécurité. Mais le suspect et son comportement les amènent à penser qu'il pourrait être en contact avec le tireur. Ils vont l'interroger, lui et son fils. Vous êtes bien les deux seuls à l'intérieur, hein? Nous sommes les deux seuls ici. Ok, je vais attendre. Peux-tu demander à ton fils d'arrêter la douche, mettre une serviette et passer sa tête dehors pour que je puisse vérifier que tout aille bien? Ouais. Ok? Comment ça va? Bien. Je suis le sergent Stark du bureau du shérif. Désolé pour le réveil brutal, mais nous avons un tireur actif et quelqu'un au sol dans le casino. Nous allons faire un tour de la pièce pour s'assurer que tout est ok. Personne n'a été abattu, personne n'a essayé d'entrer dans la chambre. Ok, il n'y en a que 2 là. Avez-vous appréhendé le suspect? Non, pas encore. Donc on demande aux gens de... Est-ce que je peux partir ou pas? Non, nous demandons aux gens de rester sur place, ok? Nous avons bientôt sécurisé le périmètre. Je dis qu'il faut prévoir une demi-heure, hein, ok? Tu ne peux pas sortir. Le protocole d'urgence « Rester chez soi » est déployé pour protéger les situations en cas d'extrême urgence, pour rester dans des endroits sûrs comme leur appartement, où toute menace est inexistante. Pour l'instant, l'homme n'a montré aucune preuve affiliée à la fusillade, donc les officiers décident de passer à autre chose. Même avec les 5 appartements fouillés, il n'y avait aucun signe du tireur. La seule option qui restait aux officiers est de commencer à chercher encore dans les chambres, mais des étages supérieurs. Et cela allait demander du temps qu'ils n'avaient pas pour assurer la sécurité. Ils se sont donc tournés vers les images de vidéosurveillance. Reviens à l'étage. Je l'emmène à l'étage pour regarder la caméra. Heureusement, ça allait être une grande avancée dans l'affaire, car les officiers ont rapidement trouvé les images d'un homme s'enfuyant de la scène de crime. Ils ont maintenant une image du suspect et il fut bientôt envoyé à chaque équipe. Quelques minutes plus tard, ils interpellent un homme qui correspond au signalement reçu sur leur smartphone. Eh, viens ici, toi! Eh, les mains en l'air! Lève les mains! Mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux, maintenant! Mets-toi à genoux! Vous deux, dégagez là! Toi, dehors! Contre le mur! Contre le mur! Allez, contre le mur! Tourne-toi! Tu l'as eu? Ouais, ok. D'où viens-tu, là? Ma chambre d'hôtel? Quoi? Ok, quelle pièce? Quel numéro? Je me souviens plus. Non, allez, sors d'ici, bordel. Regarde ça. Ouais, c'est vrai. Menotte-le. En croisant l'image avec les suspects, les deux sont pratiquement identiques. Cependant, les officiers sont prudents. Mais il est important d'approfondir les éléments de preuve avant de l'arrêter et de partir. Hé, enlève ta casquette. Pourquoi vous l'embarquez? T'as des tatouages? Oui, j'ai des tatouages. Où sont-ils? Derrière mon bras, ma cuisse et... C'est parti.
Enlève ta veste et laisse-nous vérifier, s'il te plaît. D'accord. Vérifie. Ah, c'est pas lui. Regarde sur sa droite, laisse-moi voir le bras droit. C'est pas lui. C'est pas lui qu'on recherche. Et il a des épaules similaires, mais c'est pas lui. C'est pourquoi nous voulions simplement... Et effectivement, cela s'est avéré être une impasse. Ce n'est pas l'homme que les officiers. C'est le choc et la frustration commencent à grandir. Étiez-vous au casino avant de descendre? Non, nous étions au restaurant et puis je suis allé directement dans ma chambre. Le agent de surveillance ne savait rien, donc je suis monté là-haut. J'aurais donné une photo. Allez, côté sud avec l'arme. Tout de suite? Ouais, c'est la dernière chose qu'ils sont. 10-15 minutes, ouais. Ok. Il n'y a personne côté sud, restez prêts. Ok. Très bien, mon pote. Merci. Allez, sortez d'ici. C'est à ce moment-là que les officiers font une avancée cruciale dans cette affaire en creusant plus profondément les images de vidéosurveillance et les mouvements du tireur. Ils concluent que le tireur n'est pas un visiteur, mais un locataire nommé Edgar Julian Delgado qui s'est enregistré à l'hôtel la veille avec sa petite amie Savannah Totopal. Quelques minutes après le meurtre, Edgar est vu en train de se précipiter dans sa chambre pour en ressortir avec une poignée de sacs. Savannah, sa petite amie, le suit. Et malgré la réaction rapide de la police, Edgar a pu s'échapper avant que quelqu'un puisse l'identifier et l'arrêter. Comme nous allons le voir, il a même eu une rencontre rapprochée avec un officier. Les autorités bouclent toutes les routes et les autoroutes et mettent une surveillance stricte sur ces voies principales. Ils sont déterminés à ne pas laisser échapper ce meurtrier. Et pendant qu'ils attendent que Edgar soit capturé, ils ont commencé les interrogatoires à l'hôtel des employés pour comprendre les motivations derrière ce meurtre. L'agent de sécurité était présent. Pendant que lui et moi nous finissions nos cigarettes, nous avons entendu un bruit super fort, boum, comme un coup de feu. Et en quelques secondes, le répartiteur, Santo Nunez, a dit que quelqu'un a été blessé au bar, au centre du complexe, et ils ont donc relayé cette info à la radio. L'info a été relayée? J'ai entendu l'info. Ok. Je suis entré dans le couloir central et j'ai continué vers le bas, vers le bar. Et j'ai vu un mec plutôt grand, environ 1m80, 1m85, et il marchait dans ma direction. D'accord. Et ma pensée a été, il vient de tirer sur quelqu'un au bar. Mais il semblait agité en marchant. Alors je me suis immédiatement retourné et je suis resté loin. Il a alors pris à gauche vers le centre de sécurité. C'est à ce moment-là que je suis sorti. J'avais entendu plus tôt l'info du coup de feu et que quelqu'un avait été blessé. Et c'est là que je me suis approché et j'ai vu un homme allongé dans une mare de sang près du bar. D'après ce que dit Robert, on peut en conclure que le meurtre est une scène suffisamment visible au centre du bar. Et la réponse de la sécurité a été lente. Et Edgar a eu le temps de s'échapper et même d'emmener ses affaires. Pour couronner le tout, il est vu en train de passer devant le poste de sécurité et plusieurs caméras qui sont censées être gérées par les gardes. Le service de sécurité n'a pas décidé de poursuivre un suspect armé et c'est une décision judicieuse. Il faut plutôt le surveiller et garder un œil sur ses allées et venues. Mais au final, Edgar a eu suffisamment de temps et d'espace pour s'échapper confortablement. Les officiers passent à l'interrogatoire de l'employé Noble, qui permet d'avoir des informations avant que Edgar sorte le pistolet. Avez-vous pu entendre quel genre de conversation ils avaient, de quoi ils parlaient? Pas exactement. Moi, j'y prêtais pas vraiment attention, c'était encore un peu tôt pour moi. Il y avait du bruit de fond, mais ils étaient bruyants. Ouais, ils étaient bruyants, ok. Mais une dispute bruyante, du coup. Rire, plaisanter... cela ressemblait plus à une relation entre potes. Ça ressemblait à des chamailleries, plutôt. Comment tu peux les décrire? Un truc de potes? Des commentaires désobligeants? Je plaisante, comme si je pouvais te botter le cul. Non, si tu ne peux pas, ce genre de truc. C'est à ce moment-là que, tu sais, ils ont commencé à dérailler un peu. Est-ce que tu te souviens du genre de conversation? Non, je peux pas le dire avec certitude.
Des plaisanteries amicales se transformant en meurtre est quelque chose de très inhabituel. Mais il y a une pièce cruciale du puzzle que les détectives n'ont pas encore. Et la seule personne qui peut leur donner, c'est Edgar lui-même. Pour l'attraper, les agents doivent être patients et méticuleux. Ils savent déjà à quoi ressemble sa voiture, les images de vidéosurveillance le prouvent, et les points de contrôle ont été mis en place sur les routes menant au casino Hard Rock. Cela signifie que seulement, c'est une question de temps avant que Edgar ne tombe dans leurs mains. Mais bien sûr, comme prévu, quelques heures plus tard, le véhicule d'Edgar s'approche de l'un des points de contrôle, sur l'autoroute 50. Et les officiers vont avoir enfin les réponses qu'ils attendaient. Tourne-toi vers moi, Edgar. Non, vers moi. Edgar, je m'appelle Steve Schultz. Ouais. Ravi de te rencontrer. Quel est ton nom de famille, Edgar? Ravi, ouais. Delgado. Gallardo est le nom de jeune fille de ma mère. Tu t'appelles Edgar. Delgado. Ouais, j'ai compris. Edgar, je vais vouloir te parler quand on sera de retour dans la ville de South Lake, d'accord? Ouais, c'est bien. Le département du shérif ici, en Californie, va te ramener afin que nous puissions te parler. J'ai pas mes lunettes, là, tes lunettes. Non, je vois rien. Je sais pas où elles sont peut-être dans la voiture de ma nana. C'est la voiture de ta petite amie? Ouais, Savannah. Ok, quel est son nom? Savannah, ok, je comprends. Ok, je vais juste demander à mon partenaire de prendre quelques photos de toi. Qu'est-ce que... Kruger, on est au Nevada ou en Californie? Je suis détective du Nevada. Je viens donc de l'état du Nevada, où sont les casinos. Tu es détenu actuellement par la Californie. Le bureau du shérif du comté. Même si Edgar est arrêté en Californie, il sera toujours inculpé en vertu des lois du Nevada, parce qu'il a commis un crime sur ce lieu. La police californienne va devoir envoyer Edgar au Nevada grâce à un processus appelé l'extradition. Cette clause d'extradition est dans la Constitution américaine, qui stipule que si un crime est commis dans un État et que le suspect s'enfuit dans un autre, le suspect doit être restitué à l'État là où le crime a été commis pour être jugé. Et au Nevada, un meurtre entraîne soit la perpétuité sans libération conditionnelle ou 50 ans avec la possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Alors maintenant, je sens vraiment que tu as bu, d'accord? Ouais. Donc je vais te donner. Ouais, en fait, on a bu là-bas depuis 1h30 du mat et jusqu'à 7h. Alors je veux que tu fasses ça. Je veux que tu prennes place dans cette voiture. On t'a rendu service, t'as pu faire tes besoins, tu as pu pisser. Ouais, merci. Ok? Ouais, ok. Ok, ça va, ouais. Ok. C'est effrayant de voir comment Edgar agit avec autant de nonchalance après avoir pris la vie de quelqu'un qui souhaitait juste être ami avec lui. Cela explique plusieurs maniérismes d'Edgar, sa voix pâteuse, son discours, son manque de compréhension et trébuchant en s'échappant du casino. Et bien sûr, l'impulsion soudaine de tirer sur Garcia. Dans une certaine mesure, cela découle d'une succession de décisions personnelles qu'un individu peut prendre. Et l'alcool agit comme un accélérateur. Selon le NIH et l'OMS, l'alcool est la drogue la plus souvent associée à l'agressivité par rapport à d'autres substances qui affectent les fonctions corporelles. Garcia a donc été assassiné par un esprit pervers et ivrogne, et Edgar va devoir fournir des réponses. Les détectives interrogent en premier sa petite amie Savannah, afin de comprendre qui est Edgar, qui est cette personne, donnant peut-être des preuves inestimables pour l'accuser de meurtre. Salut Savannah. Bonjour, je m'appelle Aiden. Ravie de vous rencontrer. C'est mon nom de famille. Enchantée de vous rencontrer également. Je suis détective au bureau du shérif du comté du côté du Nevada. J'aimerais vous parler de ce qui s'est passé au Hard Rock, ce qui a en quelque sorte conduit à vous être contacté par le bureau du chef. Depuis votre arrivée à Taoué jusqu'au moment où tu as quitté Taoué, et raconte-moi tout ce qui s'est passé du début au milieu jusqu'à la fin, avec autant de détails que possible. Alors nous sommes arrivés ici, nous sommes allés directement au Hard Rock, nous nous sommes garés devant, et après notre enregistrement, on y est allé et nous sommes allés à notre hôtel. Nous sommes montés dans la chambre d'hôtel et puis nous sommes allés au casino et nous avons bu quelques verres et puis je n'allais pas bien, donc on est remonté dans la chambre et puis il est parti, il a dit qu'il reviendrait dans 30 minutes et puis je me suis endormie sur le sol. D'accord. Puis je me suis réveillée, il m'a appelé, il m'a dit allons-y, on doit partir. Je n'arrêtais pas de lui demander ce qui s'était passé et il n'arrêtait pas de dire
C'est parti, putain, j'étais frustrée, je me demandais pourquoi il me dit ça. Je me dis, j'ai la gueule de bois, je veux dormir, qu'est-ce qui se passe? Et Ok. Et il arrêtait pas de répéter encore et encore, allons-y, allons-y, allons-y. Et j'ai supposé qu'il avait joué, qu'il avait perdu de l'argent et qu'il était fou. Enfin, qu'il était furieux. Et donc on a pris nos affaires et nous avons marché à la voiture et c'est à ce moment-là que nous avons vu les flics. Et ils ont dit qu'il y avait quelqu'un avec une arme. Et puis il s'est retourné, il leur a fait face et il a levé les mains et je l'ai regardé, je me suis dit qu'est-ce que tu fais? Et puis j'ai juste dit bébé, allons-y. Et ils ont juste dit que quelqu'un avait une arme, allons-y, et donc nous sommes allés à la voiture. Il est probable que Savannah ne l'a pas vraiment fait. Elle était pressée de partir dans le feu de l'action. Malheureusement, en raison des décisions horribles d'Edgar, elle est maintenant une complice dans l'évasion de son petit ami meurtrier. Alors, elle essaye de le défendre et risque d'être accusée de complicité de meurtre. À moins d'aveux, elle répond à toutes les questions honnêtement, surtout celles sur son passé. Comment avez-vous rencontré Edgar? Enfin, comment le connais-tu? Nous sommes allés au lycée ensemble. Mais on n'a jamais vraiment parlé de nous. Et puis, j'ai commencé à travailler dans sa boîte. En fait, c'est mon patron. Ok, alors patron, d'accord. Que sais-tu de lui et son histoire avant de te rencontrer? Rien. D'accord. Nous venions juste de la même école. Savez-vous quelque chose sur Edgar et sa femme? Edgar, sa femme, des choses qu'il a peut-être fait ou non, que tu le connaissais au lycée, et puis quand tu l'as reconnu en tant que votre patron dans la salle? D'accord, les gars, vous savez, certains couples n'en ont pas vraiment besoin. C'est mon exposé sur l'histoire. Certains Nous ne l'avons pas fait. Vous n'avez pas eu cette conversation, Pour l'instant, le détective croit que Savannah n'est pas assez à l'aise pour révéler les détails et décide de prendre une approche alternative en expliquant le problème dans lequel elle se trouve. Et en augmentant la pression, des informations cruciales devraient lui être extorquées. Tu dois comprendre que quand tu connais quelqu'un qui a fait des choses illégales, ou ils en ont le soupçon, ou ils le sont, je te donne cet indice, et puis si tu l'aides à s'échapper, c'est un crime. Donc en le chassant de la scène, tu t'es mise dans une très mauvaise situation. Aidez-moi à vous aider, n'est-ce pas? J'ai besoin de tout savoir. Je vais être franche avec vous. Il a tiré sur ce type. J'ai une vidéo de ça, je l'ai vue de mes propres yeux. Ok? Parce que tu t'es emballé dans un désordre, alors revenons en arrière. Il t'appelle à un moment donné. Donnez-moi le maximum de détails, Savannah, s'il vous plaît. Parce que je peux le voir t'appeler sur la vidéo de surveillance. Je peux le voir au téléphone. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, prends les sacs, allons-y, putain. Et n'arrêtez pas de répéter cela encore et encore. Prenons les sacs, allons-y, allons-y. Ok, alors, il monte dans la pièce. Soyez très précise. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où il est entré dans cette pièce jusqu'au moment où vous êtes sorti de la pièce? Dites-moi tout. Il a juste dit, allons-y, nous devons y aller. Et je n'arrêtais pas de lui demander pourquoi, et il semblait bouleversé, mais il n'arrêtait pas de dire « Allons-y, on doit y aller ». Il a dit quelque chose comme « Nous devons aller au Mexique ». Nous devons aller au Mexique, d'accord. Alors il a dit « Nous devons aller au Mexique ». Ok, le moment où il est entré dans la pièce, très bien. Alors rassemblez vos affaires, il dit que nous devons aller au Mexique. Je n'arrête pas de te le dire, il faut qu'on y aille. Vous partez, les gars, vous sortez vers le parking et vous êtes contactés par la police. Vous l'avez dit vous-même, et ensuite il leva la main et se retourna. Et tu as commencé à me dire ce qu'il allait dire, mais tu t'es arrêté? Parce que je me souviens pas exactement. Je n'ai pas besoin de ce qu'il t'a dit précisément, donne-moi l'essentiel. Vraiment pas, je venais de me réveiller, tout était flou, j'étais vraiment pas... Je m'en souviens pas, vraiment. Tu t'en souviens pas, ok. Alors, je l'imagine dans ma tête parce que... Mais je veux pas me tromper. Alors, quand vous dites « Pouvez-vous me faire une démonstration ?» Il t'a fait quand la police s'est approchée. Qu'a-t-il fait en termes de langage corporel? Qu'a-t-il fait? Eh bien, je suis presque sûre qu'il a laissé tomber son sac par terre et puis il a juste levé les mains. À quoi ressemble son sac à dos? Je pense que c'est un sac à dos de Jordan noir. Les seules autres choses dans la voiture, c'était mes affaires et elles étaient vertes. Et il y avait un autre sac de sport noir. Le sac dont Savannah parle contient plusieurs objets d'Edgar, dont l'arme qui a été utilisée pour tuer Garcia. Tu le vois? Le barillet est là, vers moi. Et puis on dirait que le chargeur et l'arme sont séparés. Ouais, le chargeur est là. Et il y a un chargeur avec. Ok. Et essayez de récupérer les empreintes là sur le... ou quoi que ce soit sur le canon. Attends, je m'en occupe.
C'est un 26. Ouais, c'est un Glock 26. Ouais. Cette information est celle que le détective utilise non seulement pour s'assurer que Savannah dit la vérité, mais pour savoir si ce meurtre était prémédité ou non. Connaissez-vous Edgar assez pour savoir s'il porte une arme à feu régulièrement? Saviez-vous qu'il portait une arme à feu? Je savais qu'il l'avait avec lui. D'accord. Je ne savais pas qu'il l'avait quand nous étions au casino. Ok, donc vous n'étiez pas au courant de ça? Non. Est-ce qu'il le porte généralement sur lui quand vous sortez? Non. Je suppose que j'essaie de comprendre. Tu sais, parfois, les gens comme moi, par exemple les forces de l'ordre, on l'emporte partout. Ça fait partie de notre boulot. Certaines personnes ne le portent qu'en service, mais d'autres personnes le gardent parce qu'ils se sentent en sécurité avec. Juste au cas où, tu vois? Je sais qu'il ne l'a pas tout le temps sur lui. Ok, donc il ne l'a pas du tout sur lui tout le temps. Avez-vous une idée de qu'est-ce qui l'aurait poussé à le porter ce jour-là? Non. Quand il revint dans la pièce, as-tu vu l'arme en sa possession? Non. Je l'ai vu quand nous sommes partis de la chambre d'hôtel pour partir. Et où est-ce que t'as vu ça? Je pense qu'il l'a mis dans sa boîte. Je sais pas si c'est comme un étui à pistolet, une boîte noire, quelque chose comme ça. D'accord. Je suis désolée. Dis-le-moi encore une fois. Vous l'avez vu en quittant la pièce? Oui. Ouais, de la chambre à la voiture. Ok, donc il s'est arrêté et il l'a mis dans une boîte. Je pense que c'est son étui à armes. Dans des circonstances normales, il n'aurait pas été étrange qu'Edgar porte une arme. C'est parce qu'il travaillait comme agent de sécurité à Santa Cruz et en raison de la nature de son travail, on s'attendait effectivement qu'il soit axé sur la sécurité. Les détectives peuvent supposer que le meurtre n'était pas prémédité. Cependant, la réalité dont Savannah témoigne indique que ce n'est pas quelque chose qui lui ressemble. Malgré ce flou, c'est bien Edgar qui va creuser sa propre tombe et qui va donc être accusé d'un meurtre au premier degré. Et notamment lors de son arrestation, il donne des éléments précis à l'officier. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir l'état mental d'Edgar pendant et après le meurtre. Il est important pour nous que tu nous racontes ta version de l'histoire. Et je veux l'écouter même si on est assis à l'arrière d'une voiture, mais comme tu l'as mentionné, tu as une arme. Je pense qu'il est important que nous ayons cette conversation. Ouais, donc, je sais que tu sais. Et probablement que tu es un peu vieux, je te l'ai dit avant, tu sais. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est genre... Pourquoi tu ne me racontes pas comment c'est arrivé? Et à long terme, elle sait. Je sais qu'elle voulait le faire depuis longtemps. Elle voulait devenir comme toi, un policier, tu vois. D'accord. On est d'accord pour en parler? Tu es prêt à me parler? Ok. Un petit peu. Ok. Et comme je te l'ai dit, et si j'ai plus envie de parler, je m'arrête. Et pendant cette conversation, tu peux m'appeler Steve, ok? J'ai des membres de ma famille qui étaient des membres de gang. Tu sais, je comprends. Dans les rues, ouais. Je comprends que tu as une vie difficile, ok? Moi, je comprends ça. Et c'est l'important aussi pour toi. Et c'est important aussi pour toi pour connaître ton point de vue. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Je suis prêt à écouter. Immédiatement, le détective installe un espace sécurisé pour que Edgar puisse parler. Considérant le fait qu'il est ivre, ce genre de tactiques d'interrogatoire ont un effet immédiat sur lui qui commence à s'ouvrir. Connaissais-tu ce type? Je ne le connaissais pas. Tu ne le connaissais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me souviens juste qu'on a parlé un peu, c'est tout, puis... Comme je viens de me rappeler que nous sommes... il était genre, je vais tout apprendre, je vais t'apprendre à patiner, je vais t'apprendre à faire du snow. Tu vois, j'étais genre... je sais faire... A-t-il fait quelque chose qui t'a poussé à lui tirer dessus? Je sais pas. Je peux pas te dire si j'étais d'accord ou pas d'accord. Je sais juste que quelque chose a déclenché cet accident. Et après... Je voulais sortir au plus vite. Et ma petite amie, elle a dormi toute la nuit. J'aurais bien aimé dormir aussi, là-bas. Tu es un agent de sécurité armée quand tu es videur, ou pas? Non. Alors pourquoi avais-tu une arme sur toi aujourd'hui? Je sais pas. Tu ne sais pas? J'apprécie que tu prends du temps pour parler avec moi, mais je pense qu'il est important que... Raconte-moi ce qui s'est passé, ce que vous vous êtes dit et pourquoi c'est arrivé. Lentement mais sûrement, Edgar commence à craquer. Les larmes commencent à couler et sa conscience commence à rattraper ses actions. Cela semble être, d'après ce que tu décris,
une sorte de coup de tête, quelque chose qui s'est produit, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi. J'aimerais savoir, je veux dire, mais... J'aurais préféré ne pas le faire. Je suis pas du genre à dire simplement je vais réagir, tu vois. Réagis comme quoi? Je sais pas. Combien de fois as-tu tiré? Est-ce que tu t'en souviens? Je sais pas. Je me souviens de rien de tout ça. Je me souviens juste d'avoir parlé à un gars, d'avoir parlé de ski à quelqu'un, du snowboard. Et je me souviens d'être parti vraiment super vite. Et d'avoir évité un tas de... Ils étaient partout, je me souviens plutôt. Comme dans la nuit, genre, quand on est arrivé, parce que genre, on l'a fait disparaître quand on s'était... On s'est probablement rencontrés à 9h. Et... Ouais, c'était environ à 4 heures de route, à 4h30 de route, et c'était ma copine qui conduisait. Elle regardait le kilométrage de la voiture, tu vois. Ok. C'était vraiment bizarre dans cette voiture, ouais, bizarre. C'était pas le bon moment. Ok. Et j'ai tout gâché. Comment as-tu rencontré ce type? Vous parliez simplement? Il était juste là, Et une fois que j'ai raccompagné ma petite amie dans notre chambre, ouais, je l'ai ramenée dans sa chambre. Et elle m'a dit, tu veux rester là-bas? Je me suis dit, je sais pas, c'est le Nevada. Comme s'il n'avait pas comme... C'était pas comme la Californie, vous ne pouvez pas servir d'alcool après 2 heures. J'en suis conscient. Et c'est le Nevada, j'ai jamais rien vécu de comme ça, je connais pas Vegas. Je pensais que ce serait bien de vivre ça, tu vois, comme une fois. D'accord. Alors elle était comme... j'espérais qu'elle était là, un peu comme en train de vomir, genre, tu vois. Parce que genre elle conduisait, mais je lui ai dit je vais prendre soin de toi, ouais. Et j'ai décidé de redescendre et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens juste d'avoir dit putain c'est ça. Genre maintenant, genre je me souviens que je partais de nulle part. Tu portes toujours ton arme avec toi? Je sais pas, mais mon père déteste ça. Ma maman aussi. Et... Maman déteste le fait que je possède une arme et mon père déteste qu'il y ait des armes dans la maison. Mais il y en a une dans notre maison. Je n'ai jamais été élevé avec une arme à feu. Sans aucune raison plausible pour ces actes, il n'y avait pas d'échappatoire pour Edgar. Ses actions étaient carrément horribles. Il ne peut justifier cette impulsion du moment. La petite amie d'Edgar Savannah a continué d'admettre la destruction de preuves, comme elle a menti sur la présence d'une arme. Elle a écopé d'une peine de prison avec sursis de 364 jours. Quant à Edgar, il a plaidé coupable d'un meurtre au premier degré et utilisation d'une arme mortelle. Il est condamné à une peine de prison de 55 ans maximum.